Cette vidéo est la suite de celle sur la gestion de la diète pour la perte de poids. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller le faire. Dans celle-ci, je vous avais expliqué entre autres que pour perdre du poids, il fallait être en léger déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que ses besoins, et donc réduire ses apports caloriques. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'en ai rien à foutre, voilà. Tout ce qui se mange et tout ce qui est digérable, je le bouffe, rien à foutre. Dans cette vidéo, on va voir la seconde variable, la dépense calorique et donc l'activité physique. Il cherche l'hypothèse, comment il a coulé le Titanic, c'est à cause de toi, gros porc. Donc je rappelle que si vous voulez perdre du poids, vous pouvez y arriver uniquement avec la diète, c'est le principal facteur. Mais l'activité physique peut vous aider, par exemple si vous stagnez dans votre perte de poids et n'arrivez plus à descendre, ou bien tout simplement si vous voulez aller plus vite. Vous pouvez également ne rien changer à vos apports caloriques et tout miser sur la dépense, donc en augmentant l'activité physique. Par exemple si vous avez un travail peu physique, un mode de vie très sédentaire et que vous faites zéro sport. Partant de ce constat, quelles sont les activités physiques qui permettent de dépenser des calories et donc de perdre du poids? Eh bien, toutes les activités physiques engendrent une dépense calorique. Tout est ensuite une question d'intensité, de durée et de fréquence. Pour maximiser les résultats, on va chercher à optimiser ces trois paramètres. Et en général, le compromis de ces paramètres nous oriente vers les activités dites cardio, c'est-à-dire qui vont augmenter significativement le rythme cardiaque. Donc les activités qui sollicitent beaucoup de groupes musculaires ou de gros groupes musculaires, effectuées longtemps et ou à haute intensité, et qu'on peut reproduire ou alterner régulièrement. Je vais vous décomposer en trois familles les activités cardio, dont deux qui seront purement sportives, dirons-nous. Les activités à basse et moyenne intensité, généralement longues et linéaires, par exemple la course à pied, le vélo, les ergomètres de type rameur, elliptique ou les escaliers. Les activités à haute intensité, plus courtes et souvent fractionnées, donc là aussi on retrouve la course à pied, le vélo, le rameur, etc. On peut rajouter les circuits training, les fractionnés, donc souvent de type HIIT, ou bien tout simplement la pratique d'un sport quelconque, donc les sports de combat, les sports co, le tennis, la natation, le squash, etc. Et enfin, les activités de la vie quotidienne, ou comment optimiser son train de vie pour dépenser plus de calories. Donc, par exemple, en prenant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire le ménage plus souvent, marcher autant que possible plutôt que de prendre la voiture. Ça a l'air de rien, mais si vous pouvez aller à votre travail par exemple en 15 minutes, vous rajoutez 30 minutes de marche tous les jours. Se mettre au sport pour maigrir, ça ne veut pas forcément dire faire des perfs incroyables et se mettre minable, hein, surtout si vous partez de loin. Et la marche, c'est très bien, notamment si vous n'êtes pas sportif de base. Marcher, tu délires, man. Tu vois pas qu'on est en plein désert? Eh man, pendant notre jeunesse avec JC, on marchait à pied tout le temps. T'as déjà vu un apôtre avec du bide? Quelle quantité de sport faire et comment savoir combien je dépense de calories? Alors pour info, vous avez l'ACSM, l'American College of Sports Medicine, qui a établi une recommandation standard de 150 minutes d'exercice modéré par semaine pour perdre du poids. Après voilà, ça dépend de votre poids, de votre métabolisme, de l'intensité de l'exercice et de ce que vous mettez dans l'assiette. Dans le même ordre d'idée, vous avez les 10 000 pas quotidiens recommandés par l'OMS, plus dans un souci de santé globale, ceci dit. Du coup, est-ce qu'on peut savoir combien de calories on dépense? Eh bien, pas vraiment, en tout cas pas de manière précise. Si vous utilisez un appareil de cardio, en général, vous avez un compteur de calories. Le problème, c'est que c'est pas personnalisé. Il vous donne la distance parcourue et c'est tout. La machine, elle ne sait pas comment votre corps fonctionne à basse, moyenne ou haute intensité. Elle ne connaît pas votre métabolisme et elle ne connaît pas non plus votre âge, sexe et poids en général. Pareil avec les cardio-fréquence-mètres. Bon, vous pouvez rentrer en général l'âge, poids, sexe sur ces appareils, mais bon, ça me semble quand même assez aléatoire. Et j'ajoute un point important, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre activité physique, vous n'êtes pas terminé de dépenser des calories, puisque votre corps va continuer à consommer des calories pour procéder à la récupération. Puisque quand vous faites un effort, en fait, vous créez des micro-traumatismes, de la fatigue, et vous vous affaiblissez en fait. Et en réponse à ça, le corps va utiliser de l'énergie pour réparer tout ça, voire même améliorer la mécanique. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Voilà, et tout ça, vous n'avez aucun moyen de le voir sur un cardio-fréquence-mètre ou un ergomètre. Enfin, à moins que ce soit pris en compte dans les algorithmes, mais j'en doute. Et puis même, vu que la récupération est propre à chacun en fonction du sexe, de l'âge, du poids, de la masse grasse, de la masse musculaire, etc., la condition physique, ça rend le tout très aléatoire ou du moins imprécis. Du coup, le mieux, ça reste selon moi de se contenter de compter ses apports caloriques, donc sa diète, et de suivre l'évolution avec une pesée hebdomadaire, pour ensuite ajuster si nécessaire l'activité physique. Maintenant, une question qui revient inlassablement, est-ce qu'il vaut mieux faire du cardio basse intensité long ou du fractionné court? En général, on parle du HIIT. Donc déjà, il faut définir ce qu'on appelle basse intensité et haute intensité, et ce qu'on appelle long et court. On va se baser sur la logique des filières énergétiques, donc, qui sont au nombre de 3, et qui sont en gros, pour résumer, les moteurs de l'organisme. Donc, première filière, l'anaérobie alactique, c'est la filière turbo. Elle permet des efforts courts et explosifs, et elle dure environ 7-15 secondes. Donc, exemple, 100 mètres. Deuxième filière, l'anaérobie lactique.
Donc c'est la filière résistance, ça permet des efforts relativement courts et intenses. Et donc c'est la filière résistance et elle dure environ de 30 secondes à 2 minutes. Exemple, 400 mètres, 800 mètres. Et enfin la filière aérobie, donc c'est qu'on peut considérer comme le moteur principal. C'est la filière capacité, elle dure à partir de 2 minutes jusqu'à l'épuisement du système. Exemple, 10 km, marathon, etc. Pour info, un bon système aérobie permet de repousser l'utilisation des autres filières. Lorsque vous faites un effort à basse moyenne intensité et donc que vous pouvez maintenir longtemps, par exemple 1 heure de course à pied, vous sollicitez principalement la filière aérobie. L'entraînement en aérobie se fait entre environ 60% et 85% de la VO2 max et donc de la VMA. C'est la filière aérobie qui utilise principalement les lipides comme substrat énergétique. Donc plus vous faites durer votre effort physique et plus vous allez consommer de graisse. Cela dit, pour couper court aux croyances qui ont la vie dure, vous consommez des graisses dès le début de l'effort via les graisses circulant dans le sang et les graisses en réserve sont mobilisées en moins de 15 minutes. Donc c'est pas la peine d'aller courir 40 minutes pour aller taper dans les graisses comme on le lit et on l'entend partout. Aujourd'hui, j'ai couru pendant 45 minutes. Ce mythe vient en fait d'une vieille étude qui est mal interprétée. Et pour faire simple, en fait, à 40 minutes, on constate que l'utilisation des lipides est supérieure à celle des glucides. Et non pas que l'utilisation des lipides commence à partir de 40 minutes. Alors bien sûr, on consommera plus de graisse en courant 40 minutes qu'en courant 20. Mais ça, c'est juste logique. De la même manière qu'on en consommera plus en courant 50 que 40. Mais je ferai une vidéo sur le sujet ultérieurement. Maintenant, lorsque vous faites un effort fractionné, court et intense, donc qu'on appelle également intervalle training ou intermittent, vous allez être plus sur les filières anaérobies, principalement la filière anaérobie lactique. Et donc sur ces efforts plus intenses et plus courts, plus proches de la VO2 max, le corps utilise préférentiellement les glucides. Mais ça ne veut pas dire que vous ne consommerez pas de lipides, d'autant que comme l'intensité est plus élevée, le débit est également plus élevé, et ce pour les deux carburants, glucides et lipides. De plus, la consommation des glucides étant importante, l'alimentation aura pour principal intérêt de reconstituer les stocks de glycogène, ce qui évitera de cumuler des réserves sous forme de graisse. Pour faire simple, 5 minutes à 100% de votre VO2 max consommera plus de calories que 5 minutes à 60%. Mais bien sûr, à 100%, vous ne pourrez pas tenir aussi longtemps qu'à 60%. D'où le travail en fractionné qui permet de faire durer l'effort plus longtemps, avec une récupération active en général, ce qui fait que vous travaillerez également en aérobie. Après, il faut définir précisément l'intensité et la durée de travail. Vous avez plein de façons de travailler. Il faut savoir que le fractionné, c'est une méthode de travail qui sert à l'amélioration de la condition physique. Pour citer quelques exemples, vous avez la classique séance de 30-30, où vous faites 30 secondes à allure modérée, puis vous enchaînez avec 30 secondes à un certain pourcentage de la VMA, donc par exemple 100, 105, 110, 115%, etc. Et vous répétez ça pendant 10 minutes par exemple, mais ça peut être 15 minutes, ou alors vous pouvez faire aussi 2 fois 10 minutes, avec une récup passive entre les deux, donc de quelques minutes. Après, vous n'êtes pas obligé de faire du 30-30, vous pouvez faire du 10-10, du 20-20 ou même du 30-20. Et vous pouvez faire ça donc sur de la course, du vélo, des appareils elliptiques, sur certains ça peut être adapté, ou alors sur des circuits training. Vous pouvez travailler en HIIT, donc un entraînement qui ne dépasse pas en général les 20-30 minutes. Le plus souvent, donc, on est sur un ratio travail-récup de 2 pour 1. Et en général, ça donne des entraînements avec des circuits de 4 minutes en 20-10. Donc après, ça dépend le nombre de circuits HIIT que vous faites, ou la durée de votre séance fractionnée. Ça dépend également de votre profil. On sait notamment que les personnes entraînées ont un organisme qui puise plus facilement dans les graisses. Mais on va dire qu'en général, le cardio basse moyenne intensité et long consomme plus de graisse que le HIIT ou le fractionné court. Seulement, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le corps consommait des calories après l'exercice pour opérer la récupération et la remise à niveau des différents paramètres de l'organisme. Retour à température normale, élimination des déchets, reconstitution des réserves énergétiques, réparation des microtraumatismes, etc. etc. Et bien, ce phénomène est appelé l'afterburn effect par nos amis anglo-saxons, ou encore EPOC, EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Et plus l'intensité de l'exercice est élevée, plus l'afterburn effect va être important. En clair, vous avez une augmentation temporaire du métabolisme, donc consommez plus de calories sans rien faire. Vous consommerez plus de graisse au repos car il s'agit de la principale source énergétique utilisée par le corps au repos, y compris pendant le sommeil. Et si vous faites du HIIT, donc cet afterburn effect et l'augmentation du métabolisme dureront jusqu'à 48 heures. Donc en définitive, est-ce que le HIIT est une méthode miracle qui rend obsolète le cardio classique basse moyenne intensité? Eh bien non, déjà car les méthodes miracles ça n'existe pas. Et ensuite le choix va beaucoup dépendre de votre profil, votre niveau sportif et de vos apports caloriques. Déjà le HIIT, comme tous les autres fractionnés à haute intensité, c'est très exigeant. Donc si vous n'avez pas un minimum de conditions physiques, si vous avez des problèmes de santé,
ou si vous avez beaucoup de poids à perdre, donc être très lourd, Il fait 200 kilos le mec. Oh là, on dirait un patron de kebab. Il est là. Ouais Rachid, je te mets comme d'habitude. Oh là. ça va être compliqué. Ensuite, on a vu que ça consommait beaucoup d'énergie, de l'énergie que vous aurez en moins pour votre discipline si vous faites autre chose à côté. C'est plus fatigant, donc vous allez avoir besoin de plus récupérer, d'où l'augmentation de l'afterburn effect. Si vous êtes un pratiquant de musculation, ça peut être un bon plan en début ou milieu de sèche, mais plus vous allez descendre les calories, et moins vous allez avoir d'énergie pour tenir ce genre de séance cardio et ou être performant en musculation. La récupération va être plus difficile aussi, et comme vos réserves de glycogène seront faibles, eh bien le corps, pour soutenir un effort intense, peut aller se servir des protéines comme source énergétique, et donc dégrader la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. Alors certes, des études Ont montré que le HIIT faisait gagner en masse musculaire, mais ce sont des études qui ont été conduites sur des personnes non entraînées et en surpoids. Donc non pertinent pour des sportifs entraînés. D'ailleurs, si on prend les bodybuilders, Donc des gens qui cherchent à être très secs, ils font pas du HIIT, mais du cardio basse intensité, voire très basse intensité. Nice, good old walk on the treadmill for an hour. Afin d'économiser un max d'énergie pour la muscu, et également pour ne pas risquer de se blesser, notamment aux articulations, car ce sont des personnes très lourdes le plus souvent. pour résumer le cardio, Basse, moyenne intensité, c'est bien si vous êtes débutant et ou très lourd. Si vous ne voulez pas trop vous fatiguer et vous préserver pour vos autres activités, c'est bien à utiliser à n'importe quel moment en sèche, mais à privilégier au HIIT en fin de celle-ci. Et enfin, si vous voulez un entraînement simple. Le HIIT et tous les autres fractionnés plutôt courts sollicitant les filières anaérobies, c'est bien si vous êtes plutôt athlétique. Si vous voulez faire des séances plus courtes et moins monotones. Si vous voulez améliorer votre VO2 max et votre VMA, donc en clair votre condition physique, pour augmenter la dépense post-effort. Et enfin, c'est bien à utiliser en début, milieu de sèche, mais à éviter en fin. On vient d'évoquer la masse musculaire, donc comment conserver celle-ci lors d'une sèche ou d'une perte de poids. Alors, il faut savoir que le corps est en perpétuelle adaptation. Lorsque vous êtes en déficit calorique et que vous perdez du poids, il cherche à se débarrasser de ce qui est le plus inutile. Donc les muscles, si vous les utilisez pas, ils sautent en premier. Si vous avez déjà été opéré et immobilisé, vous avez déjà sûrement constaté que ça s'atrophie très rapidement. Donc pour conserver cette masse musculaire, tout simplement il faut faire la musculation afin de faire comprendre au corps qu'il doit tout faire pour conserver ou développer ses muscles. Il faut savoir que plus la masse musculaire est importante et plus votre métabolisme sera élevé, puisque les muscles ça consomme de l'énergie et donc plus vous en avez, plus il faudra manger pour les maintenir. Bien évidemment, il faut prendre garde à ingérer suffisamment de protéines dans son alimentation afin de favoriser l'anabolisme et de conserver au maximum sa masse musculaire. Petite précision sur l'alimentation post-effort, lorsque le but est la perte de poids, il est conseillé de ne pas manger après l'effort. Pourquoi ? Car le corps va utiliser les graisses qui ont été relâchées dans le sang pour reconstituer les stocks d'énergie. L'idéal est donc d'attendre 1 à 2 heures avant de se réalimenter. Par contre, buvez de l'eau. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Maintenant, question un peu analytique, comment faire apparaître ces abdominaux ? La réponse principale, vous devez avoir un taux de masse grasse suffisamment bas pour cela. On ne dira jamais assez, mais si vous avez 20 kg à perdre, vous ne verrez jamais vos abdos, même si vous êtes un sportif régulier. Mais est-ce inutile de travailler ces abdos et est-ce que vraiment tout se joue dans l'assiette, comme on l'entend souvent ? Si on prend l'extrême inverse et que vous êtes très sec, donc 10% et moins, et que vous êtes sportif, oui, normalement, vous verrez apparaître vos abdominaux. Et on va parler de ce que j'appelle une zone grise, qu'on peut situer entre 14 et 18%, 20 grand max, et où l'entraînement des abdos aura une influence sur le rendu visuel. Les abdos, ce sont des muscles, et certes, ils ont un potentiel de développement assez limité, mais comme tous les autres muscles, si vous voulez les voir apparaître, il faut les développer. Des abdos peu musclés sont relativement lisses et une fine couche de gras peut suffire à les masquer. Alors qu'à l'inverse, s'ils sont bien hypertrophiés, ils pourront être visibles même avec un taux de masse grasse relativement élevé. On va prendre l'exemple d'un acteur réputé pour faire le yo-yo avec son physique, Christian Bale. À gauche, il a 83 kg, musclé, environ 15% de masse grasse, et on voit assez bien ses abdominaux. Et sur la seconde photo, donc, qui date de 2 ans après, il a 55 kg, donc on peut difficilement faire plus sec que ça. Et bien pourtant, cette fois-ci, comme vous voyez, on voit plus ses abdominaux. Pourquoi ? Parce que ceux-ci sont complètement atrophiés, comme le reste de ses muscles. Donc non, tout ne se joue pas que dans l'assiette. Pour un résultat optimal, on va chercher à travailler toutes les couches des abdominaux, donc le grand droit, les obliques et le transverse, aussi bien sur du travail classique en contraction-étirement que sur du travail en gainage, statique ou dynamique. Pour le travail en contraction-étirement, généralement, donc on ne cherche pas à mettre lourd sur les abdominaux afin de ne pas tricher le mouvement et donc de ne pas mettre un stress inutile sur la colonne vertébrale. Et donc également afin de bien cibler le travail sur les abdominaux. Donc généralement, des séries de 10-20 répétitions, c'est bien pour viser l'hypertrophie. Après, une autre question qu'on peut entendre, c'est
Est-ce que faire les abdominaux fait brûler la graisse du ventre? La réponse qui me vient naturellement à l'esprit quand j'entends ça, c'est non. Mais on va voir que c'est une question de proportion et encore une fois que ça va dépendre de votre profil. Je me répète, mais si vous avez 20 kg à perdre, ne faites pas d'abdos dans le but de les perdre, vous ferez fausse route. Encore une fois, le plus important, c'est d'être en déficit calorique, donc de gérer sa diète et éventuellement d'ajouter du cardio. Mais il faut savoir que la graisse a tendance à se stocker préférentiellement dans les zones les moins sollicitées du corps. De plus, le muscle, lorsqu'il se contracte, il puise une partie de son énergie dans la graisse qui le recouvre, en augmentant le flux sanguin de ses dépôts graisseux. Ceci permet de faciliter leur fonte et de limiter leur développement. L'accélération de la circulation sanguine est encore plus significative avec des séries longues, en particulier les fameuses séries de sang. Et donc pour répondre à une autre question qui revient souvent, comment éliminer les poignées d'amour et la graisse du bas-ventre? Eh bien en faisant des exercices qui visent ces zones-là, donc par exemple des flexions latérales de buste pour les poignées d'amour et des enroulements de bassin pour le bas-ventre. Même si bien sûr concernant le grand droit il s'agit d'un seul muscle qui va du sternum jusqu'au pubis, on constate une régionalisation de la contraction de celui-ci due au fait que l'innervation se fait mieux sur le haut que sur le bas, d'autant plus si vous ne ciblez pas le bas des abdominaux. Après donc je vous disais que c'était une question de proportion. Est-ce que faire des abdos fait brûler la graisse qui les recouvre? Oui, mais ça constitue une proportion minime du travail de perte de poids, et à vrai dire on est plus sur de l'optimisation visuelle. C'est un peu comme si vous faisiez du 100 mètres et que vous décidiez d'acheter une super paire de chaussures à 200 € à la place de vos chaussures à 30 € et que vous vous disiez je vais courir plus vite. Bon bah si vous vous entraînez régulièrement et que vous courez le 100 mètres en disons 11 secondes, bon bah la super paire de chaussures elle vous fera peut-être gagner 1 à 2 dixièmes et vous verrez la différence. Maintenant si vous êtes non sportif, vous êtes en surpoids et que vous courez le 100 mètres en 30 secondes, bon bah gagner 1 à 2 dixièmes à ce moment-là ça vous fera aucune différence. Et ben, le travail des abdos pour la perte de poids c'est un petit peu pareil, en fait il y a un ordre d'importance. Si vous avez un taux de gras suffisamment bas, vous pouvez obtenir des résultats sur l'apparition des abdos et sur la perte de graisse locale. Et bien sûr, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et ça demande un travail régulier sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour les pratiquants de musculation qui seraient tentés de se dire pas la peine de faire les abdos en prise de masse, je verrai ça au moment de la sèche. Si vous avez bien suivi, on a vu que la graisse se déposait prioritairement sur les zones les moins sollicitées du corps. Donc si vous travaillez tous les groupes musculaires sauf les abdos, vous allez accroître le stockage des graisses dans cette zone, lesquelles partiront plus difficilement au moment de la sèche. Sans parler du fait que si vous ne les travaillez pas, ils ne s'hypertrophient pas. Donc vous aurez besoin d'être encore plus sec que si vous les aviez travaillés pour les voir apparaître. Enfin, dernier point concernant les abdominaux, comment avoir le ventre plat? Bien sûr, il faut être assez sec, mais vous avez peut-être remarqué que certaines personnes étaient sèches et avaient quand même un ventre ou un bas-ventre arrondi, et même en ayant parfois les abdos apparents. La raison, c'est que dans ces cas-là, le transverse, qui est le muscle abdominal qui enserre la taille, un peu à la manière d'une ceinture, est trop relâché, un petit peu comme l'élastique distendu, et donc il laisse les viscères et les organes être entraînés vers l'avant. Pour remédier à ça, il faut faire régulièrement du travail de gainage, en statique par exemple avec la planche classique, ou alors en dynamique avec la roulette à abdos par exemple. Et je vous recommande d'intégrer le travail du vacuum, qui va vraiment cibler le transverse et favoriser le resserrement de la taille. Pour voir la démonstration de cet exercice, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Après, avoir des abdos visibles n'est pas forcément synonyme qu'on va être performant ou que ça suffit pour être athlétique. Et de l'autre côté, être gras ne veut pas forcément dire qu'on est en méforme. Encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs. Un bodybuilder en sèche est moins performant et soulève moins lourd que lorsqu'il est un peu plus gras. Regardez les strongman, ils font tous plus de 150 kg et il n'y en a aucun qui a les abdos visibles. Il n'y a pas longtemps, en boxe anglaise, on a vu le très gras Andy Ruiz mettre KO le très musculeux Anthony Joshua. Joshua qui était pourtant champion du monde invaincu, donc grosse surprise. On a fait venir des costauds ici. Il les a tous battus. Être costaud, ça n'a jamais suffi. Il faut la technique aussi. Et ça semble encore plus surprenant quand on compare les deux physiques, mais un poids lourd gras peut tout à fait être performant si c'est sa corpulence naturelle, qui s'entraîne bien et qu'il a appris à s'adapter à son physique. J'ai du mal à comprendre comment ce gros plein de soupe arrive à se déplacer aussi rapidement. Alors je vois déjà venir les Gros porc, les gros sacs. dire oui c'est bon, je suis en forme en fait. Ouais, enfin, sauf qu'en vrai, t'as pas de raison de faire 110 kg à moins d'être sumo, rugbyman, boxeur poids lourd, haltérophile poids lourd, strongman ou alors de mesurer 2 mètres et plus quoi. Sans quoi tu es clairement en surpoids, voire obèse selon ta taille. Et c'est pas la peine non plus de sortir l'excuse de la génétique. Hein. Arrêtez de mettre l'accent. Non, non, là je vous interromps. Arrêtez de mettre la génétique à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Je ne nie pas que ça existe, hein, attention, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent dessus un peu trop facilement. Et je vous invite à taper sur YouTube New York 1911 et vous allez tomber sur un petit film de la ville de New York donc en 1911. Donc New York, je rappelle, c'est aux États-Unis, hein, donc les États-Unis qui sont réputés pour compter beaucoup d'obèses chez eux. Et bien devinez quoi, dans ce film, on voit aucun obèse.
tout au plus quelques personnes en surpoids, mais vraiment marginal. Alors à votre avis, c'est vraiment pas de chance et la génétique des Américains a changé en à peine un siècle, ou bien c'est à cause d'autre chose? Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit. Laisse-moi sortir. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Je veux sortir. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, félicitations. Maintenant, on va récapituler les grandes lignes de l'activité physique pour la perte de poids. Privilégiez des activités cardio, choisissez le meilleur compromis pour vous entre intensité, durée et fréquence. Arrangez votre quotidien pour dépenser plus de calories. Cardio basse intensité ou fractionné court et HIIT, les deux sont valides, à vous de voir en fonction de votre profil. Faire de la musculation pour conserver, voire créer si vous êtes débutant, le plus de masse musculaire possible, et également afin d'augmenter le métabolisme. Attendez 1 à 2 heures après l'effort pour vous réalimenter, afin d'utiliser les graisses relâchées dans le sang pour reconstituer les stocks d'énergie. Travaillez vos abdominaux à la fois pour les hypertrophier et pour prévenir le stockage des graisses sur le ventre en améliorant la circulation sanguine. Si vous êtes un pratiquant de musculation, n'attendez pas d'être en sèche pour les faire, faites-les régulièrement, même en prise de masse. Et enfin, travaillez votre transverse pour avoir le ventre plat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche. Je vous mets en description quelques liens et articles pour compléter la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Plus d'excuses pour ne plus perdre de poids, ou alors c'est qu'au fond de vous, vous ne voulez pas perdre de poids. Mais alors dans ce cas-là, autant l'assumer. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre heureux et gros et obèse, merci. Mais enfin, ça va pas! Pour tous les autres, bon sport, bonne diète et bon courage.